Bienvenue dans le podcast AWS en français. Cette semaine, on parle de Big Data et d'architecture ARM, de Graviton. Quel est le lien entre les deux? Vous allez le découvrir avec Bedrock. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de nous écouter. Vous le savez, nous sommes présents sur toutes les plateformes de podcast, les bonnes applications de podcast, comme j'ai l'habitude à le dire. N'oubliez pas de vous abonner, de vous réabonner, d'en parler autour de vous, de laisser des petits pouces vers le haut, parce que c'est ça qui fait que ça titille les algorithmes de recherche, comme j'aime bien le dire. On va parler de données aujourd'hui et Big Data essentiellement. Big Data sur Graviton, sur une architecture ARM. Alors, vous voyez pas nécessairement le lien entre les deux et on va vous expliquer ça avec mon invité que je remercie d'être là, c'est Quentin Nambeau. Quentin, tu es Data Engineer chez Bedrock à Lyon. Dis-moi, Bedrock, c'est quoi? Bonjour, alors en effet, je travaille donc chez Bedrock. Bedrock, c'est une entreprise qui appartient au groupe M6 et RTL, qui est spécialisée dans les plateformes de streaming. C'est-à-dire que de streaming, c'est-à-dire le but de Bedrock en fait c'est de fournir des plateformes pour des clients, des grands groupes, par exemple M6 qui va être un de nos clients, et leur fournir une plateforme de streaming sur laquelle ils vont pouvoir diffuser leur contenu. Donc notamment dans le cadre d'M6, ça va être leur plateforme de replay, 6play. Donc vous fournissez en marque blanche des plateformes de streaming pour que les chaînes de télé peuvent adapter. Donc en clair, quand j'utilise l'appli 6play sur ma télé ou sur ma box ou etc., c'est votre appli et c'est votre infrastructure derrière? C'est exactement ça. Nous on fournit l'infrastructure, l'application, la marque blanche pour que nos clients puissent vraiment juste avoir à gérer le contenu et la diffusion des programmes. Et donc vous faites partie du groupe M6. 6play, c'était peut-être votre plateforme historique, mais pas que, vous avez d'autres clients et en France et à l'étranger. C'est exactement ça, on a commencé avec 6play en 2008 et on s'est développé un peu à l'international en 2017 avec les plateformes d'RTL en Belgique, Hongrie et Croatie. Et en 2019, Bedrock a été créé pour pouvoir fournir ça de façon plus large. Aujourd'hui, on travaille avec Salto, donc qui s'est lancé en France en 2020. Pour qui on fait la plateforme. Donc Salto et 6play, c'est la même infra technique derrière, c'est la même appli rebrandée. À peu de choses près, ça va être ça, parce qu'évidemment chacun a leur spécificité, mais on va partager beaucoup de codes, de logique et d'infrastructure entre les deux. D'accord, et pour nos auditeurs francophones qui nous écoutent en Belgique, et je sais que vous êtes nombreux également en Belgique, quand vous regardez RTL, ça s'appelle RTL Play ou RTL Replay, enfin le replay d'RTL, Belgique, RTL TVI, c'est la même plateforme, et tout ça, ça tourne dans le cloud AWS, sinon tu ne serais pas là, puisque dans ce podcast on parle AWS. Et toi, ton rôle là-dedans, tu es Data Engineer, donc tu t'occupes des données, c'est quoi ton rôle exactement? Alors en effet, moi, je suis Data Engineer, donc je vais vraiment travailler sur la donnée, mais surtout sur comment on va récolter cette donnée, la stocker et la rendre exploitable pour nos clients. Parce que forcément, quand on fait du streaming, on a beaucoup de données et ça va être un produit en fait majeur dans les plateformes de streaming. On le sait avec les grands groupes comme Netflix, historiquement que la donnée c'est presque le cœur de leur métier. Exactement. Et du coup, chez nous aussi, on en fait beaucoup. Et donc, on avait une conversation en préparant ce podcast assez intéressant d'ailleurs sur le rôle du data engineers versus data analyst. Tu disais les data analysts, ils analysent les données au sens métier, ils savent de quoi ils parlent, et toi tu t'occupes vraiment de l'infrastructure de ces données. Donc comment acquérir, comment stocker, sécuriser je suppose, et comment distribuer ces données. Quelles sont les technologies que vous utilisez pour est-ce qu'on parle de data lake, est-ce qu'on parle... Voilà, c'est quoi l'architecture data de Bedrock? Alors, notre architecture data, elle tourne tout autour de S3. C'est sur S3 qu'on va stocker toutes nos données dans des fichiers, principalement en Parquet ou au format Delta Lake. Et du coup, toute notre pipeline d'ingestion va prendre des données qui peuvent arriver de plein de sources différentes. On va avoir des données qui arrivent dans des streams Kinesis depuis nos plateformes. On met aussi plein de données de nos prestataires, parce qu'évidemment, on travaille avec des prestataires, ne serait-ce que Google Analytics pour suivre ce qui se passe sur les plateformes. Et du coup, derrière, on ingeste tout ça chez nous dans notre data lake, qui est sur S3. Et où après, on va faire plein de traitements sur ces données pour les rendre exploitables, pour extraire de l'information entre elles, faire du machine learning et à la fin pouvoir exposer à nos clients des données qui sont propres, des données qui sont justes, des données qui sont légales aussi, évidemment, faut pas l'oublier. Correct, ouais. Et tout ça avec l'objectif d'avoir les meilleures performances possibles pour notre client. Parce que s'il veut savoir le taux de visionnage d'un programme sur le dernier mois, faut pas qu'il attende 5 minutes, sinon c'est un peu pénible.
Oui, en fait, donc au niveau business, les données, on parle essentiellement de données d'audience ici, c'est correct. Donc, qui regarde quoi, enfin pas qui, c'est pas, mais combien de personnes regardent quoi, combien de temps, où est-ce qu'ils décrochent dans un programme, et ce genre de choses. C'est ça va être notre donnée un peu principale, c'est toute la consommation vidéo. Donc voilà, quand quelqu'un commence un programme, quel programme il a commencé, combien de temps il a regardé, est-ce qu'il s'est arrêté, est-ce qu'il a vu des pubs pendant ce programme, quelle pub il a pu voir par exemple. Est-ce que c'est vraiment important pour éviter aussi de rediffuser les mêmes pubs toujours aux mêmes personnes. Oui, et puis je suppose qu'il y a un reporting financier aussi toujours pour les pubs, savoir que les pubs ont été affichées autant de fois. Oui, ça c'est pour la facturation. C'est essentiel pour nos clients en effet qui font de la publicité. Je regardais un talk de Netflix où la personne disait qu'il mesure également le taux de scrolling dans les programmes et quels sont les programmes sur lesquels on s'arrête, combien de temps on s'arrête sur les programmes. Vous allez jusqu'à ce niveau de détail-là également ? Alors, on va pas forcément aller dans tous les détails parce que ça peut vite faire énormément d'informations et qui est pas forcément utile, mais en effet, on va quand même avoir à peu près toutes les informations possibles du parcours de l'utilisateur sur la plateforme. Quel programme il a ouvert, sur quelle strat il a scrollé sur la page, où est-ce qu'il a cliqué, etc. D'accord. Amazon fait ça aussi d'ailleurs. Quand vous scrollez Amazon.fr, on sait dans une page de résultats combien de temps vous scrollez, jusqu'où vous scrollez, où est-ce que vous laissez votre souris, si vous laissez votre souris sur un item un peu plus longtemps parce que vous lisez le truc, voilà, tout ça c'est enregistré également. Ça fait un peu peur parfois de savoir tout ce qui est enregistré. Évidemment tout ça c'est anonyme, autant chez Amazon que chez vous, il faut le rappeler. Là ce sont des métriques agrégées et des moyennes, enfin des volumes de données que vous traitez. Alors dans un data pipeline, il y a trois parties, puisqu'on a d'abord parlé de quel type de données tu traites. Mais il y a trois parties. Je voudrais faire un dive deep un peu sur ces trois parties. Il y a je reçois les données, tu as déjà cité quelques sources. Il y a je stocke les données et puis on consomme les données après. Donc je reçois les données, tu as parlé d'import d'autres systèmes. Donc je suppose que c'est un mix de batch et de temps réel. Vous devez avoir du streaming quelque part, vous devez avoir des batchs. Comment ça se passe, l'import des données ? Alors l'import des données, en fait, on doit avoir toutes les données de nos plateformes qui sont dans des streams Kinesis, qui vont arriver en fait de toutes les sources possibles et qui vont être envoyées en fait par les équipes qui font le front pour tous les événements, comme on en parlait, de quelle vidéo a été cliquée, etc. Et derrière nous, on va gérer ça par petits lots qu'on va juste d'abord enregistrer de façon très brute sur S3. Et après, on va utiliser Spark qu'on va faire tourner à la fois sur EMR et sur Databricks pour en fait exploiter ces données, les nettoyer progressivement et les faire avancer un peu dans notre process jusqu'à arriver aux données finales qui, elles, vont être rapides, efficaces et pouvoir être consommées du coup par nos clients. Je vais essayer d'éclairer un tout petit peu pour les personnes qui ne sont pas expertes data, qui nous écoutent. Kinesis, c'est un système qui permet d'ingérer des données en temps réel, donc des flux de données. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Kafka. Je sais que notre marketing n'aime pas qu'on compare Kinesis à Kafka, mais si vous voulez mettre des choses dans des boîtes, voilà, ce sont des systèmes fonctionnellement similaires qui servent à faire la même chose, on va dire, donc recevoir des données en temps réel et pouvoir les bufferiser un certain temps avant de les traiter. Et tu as parlé de MR et Spark également, donc là on parle plutôt de traitement de données plutôt en batch. Spark, c'est un langage, enfin une plateforme qui utilise du Scala, si je me souviens bien, qui tourne sur la virtual machine Java, qui est optimisée pour pouvoir traiter des données en cluster à très grande échelle. Et donc pour gérer ce cluster à grande échelle, il y a un service d'AWS qui s'appelle Elastic MapReduce, c'est EMR que tu as mentionné. Donc les données arrivent en streaming via Kinesis. Il y a un petit process qui va lire dans ce buffer entre guillemets qu'est Kinesis pour aller stocker ces données à peu près brutes sur S3. Et puis de temps en temps, vous déclenchez des clusters EMR avec des applications Spark qui vont mouliner ces données, les nettoyer, les préparer, les transformer, etc. et les déverser ailleurs sur S3. C'est exactement S3. Ça, oui. Okay. Toujours sur S3. D'accord. Donc on a l'ingestion, ça c'est l'ingestion en temps réel, et à côté de ça il y a des batchs avec des ETL ou des choses comme ça aussi. Oui, bien sûr, on va avoir des batchs à peu près tous les jours, ne serait-ce que récupérer les données des prestataires. Souvent on les récupère tous les jours. Tous les matins, on va récupérer ce que notre prestataire qui gère la publicité va nous fournir comme information pour pouvoir savoir quel utilisateur a vu quelle publicité.
Ou aussi les informations utilisateurs, parce qu'on stocke pas les informations chez nous. C'est un prestataire pareil qui va gérer toutes les données utilisateurs, mais nous on a besoin de savoir un minimum d'informations sur nos utilisateurs, ne serait-ce que dès que quelqu'un crée un compte, et ben on veut pouvoir stocker l'information chez nous. D'accord, et donc ça c'est des batchs avec peut-être un peu de transformation déjà également. Toujours, oui. Et vous utilisez des services managés ou du glue ou des choses comme ça, ou c'est des trucs que vous avez écrits vous-même? Non, c'est à peu près toujours des trucs qu'on a écrits nous-mêmes avec Spark dans la majeure partie du temps. Toujours en Spark. Ouais, en tout cas, s'il y a du traitement dessus, on va utiliser Spark. Si c'est juste de l'ingestion, on va utiliser souvent des choses beaucoup plus simples. Par exemple, on va faire tourner des petits jobs d'ingestion sur ECS Fargate. Parce que ECS, ce sont des containers Docker. Fargate, ça veut dire que vous ne gérez pas les instances EC2 vous-même, c'est AWS qui c'est ça, et du coup, comme ça, on a le meilleur des mondes. On a quelque chose qui tourne avec Docker, donc on a une application qui est comme on veut. Et via Fargate, on n'a pas besoin de s'embêter à gérer l'infrastructure, et du coup ça nous permet d'ingérer des données chez des prestataires sans avoir besoin de faire des calculs, mais sans être limité dans le temps ou quoi. Et vous déversez toutes ces données dans S3, c'est ce qu'on appelle un data lake, même si vous ne l'appelez pas comme ça en interne. Depuis 2-3 ans, AWS a un service pour gérer des data lakes, notamment pour gérer les permissions. Est-ce que vous utilisez ce service-là ou est-ce que vous avez construit quelque chose autour d'S3 ? À mon avis, je connais la réponse parce que data lake est assez nouveau, votre système est plus ancien. En effet, on utilise quelque chose qu'on a tout construit nous-mêmes autour d'S3 avec nos propres permissions et surtout des applications qu'on a posées par-dessus pour nos clients. Parce que nos clients ne vont pas directement sur S3 récupérer les données, on leur a fourni une application pour interagir avec le data lake. Alors, c'est qui vos clients, justement ? De toi, groupe data engineer chez Bedrock, ce sont les autres organisations, les autres départements ? Alors, principalement, nos clients à la data, ça va être les équipes marketing, les équipes éditoriales, etc. des clients de Bedrock, à savoir les équipes de M6, de Salto, de Videoland, d'RTL, etc. Donc, les personnes qui vont pouvoir... vouloir avoir des informations sur la plateforme, ne serait-ce que savoir quel programme a été regardé pour pouvoir savoir quel programme marche, les équipes qui vont gérer aussi l'affichage, donc c'est vraiment tous nos clients qui gèrent l'affichage qui est diffusé pour les utilisateurs de la plateforme, et du coup nos clients à la data c'est vraiment en grande partie des clients de Bedrock directement. Ça veut dire que vous customisez énormément les rapports et le partage des données, client par client. C'est pas ça, des produits standards. D'accord. Consommation alors, donc toutes ces données sont dans S3 et puisque vous travaillez avec les clients finaux, je suppose qu'il y a autant de systèmes de consommation, d'affichage des données qu'il y a de clients quasiment. Vous devez être assez ouvert sur plein de technologies. Alors on a pris le choix de leur fournir une technologie pour gérer le data lake et leur imposer ce choix en fait. S'ils veulent faire autre chose après, il faut qu'ils se débrouillent entre guillemets. Donc en fait on leur donne un accès aux données sur S3, en tout cas à certaines données qui sont sur S3. Comme ça, s'ils veulent les récupérer et faire quelque chose chez eux sur leur propre compte AWS ou autre, ils sont libres de le faire. Et en plus, on leur fournit une interface Superset. Donc Superset, qui est un projet open source sous licence Apache, qui permet en fait, via Superset, les clients peuvent requêter notre data lake. Donc Superset en fait va se connecter à Athena et va pouvoir derrière, on va pouvoir exécuter des requêtes SQL pour aller lire le data lake. Et aussi afficher des dashboards. Et du coup, c'est l'outil qu'on fournit en fait à nos clients pour interagir avec notre data lake. Superset. Et donc Athena, c'est un Presto Manager, ça vous permet de tourner des queries SQL sur des fichiers texte, CSV, au format parquet ou au format texte. Format parquet, tiens, c'est un format orienté colonne, hein, c'est exactement. Ça c'est toutes les colonnes les unes après les autres, d'accord. C'est une manière d'organiser les données dans un fichier de manière à ce que ça soit plus efficace à lire sur S3. Tu peux parler d'un ordre de grandeur de volume, à la fois en ingestion et en stockage, archivage? Alors, c'est difficile à dire parce qu'on a beaucoup de clients, donc en fait, chaque client, en plus, sont tous de tailles différentes. Mais je pense que si on prend tous nos clients, on est sur, sur des dizaines de millions de données juste pour la consommation vidéo. Donc, savoir quelle personne a lancé, arrêté quel programme, on va pouvoir des dizaines de millions de données à ce niveau-là chaque jour. Et peut-être plusieurs millions d'informations utilisateurs aussi chaque jour, parce que les personnes, il y en a énormément qui vont se connecter, certaines qui vont avoir plusieurs comptes, etc. Donc juste sur la partie vidéo, qui est vraiment un bout de nos données, on est à peu près sur cet ordre de grandeur-là. Et vous archivez, vous gardez ça pour une certaine période de temps, je suppose, donc ça s'accumule. Avec ça s'accumule vite. On parle certainement térabytes, pétabytes de données, probablement. Ouais. Alors, honnêtement, je connais même pas la volumétrie, on s'est jamais amusé à la calculer parce que ça fait sûrement trop peur. Il y a quelqu'un qui doit savoir, celui qui reçoit la facture à la fin du mois, il doit avoir une idée de la volumétrie.
On avait parlé Graviton, et je l'ai mentionné dans le chapeau, dans le pitch de ce podcast. Donc Graviton, ce sont les processeurs conçus par AWS autour d'une architecture ARM. Comment Graviton rentre dans cette architecture Big Data ? Alors, Graviton, on peut parler surtout de comment est arrivé Graviton chez nous. Je crois que là, on a reçu une release note, je pense, en décembre 2020, si je me trompe pas. Ça fait un an. Ouais, c'est ça. Où Graviton est sorti. Tout simplement une release note qui disait il y a des nouvelles instances qui sont disponibles. C'est des R6G quelque chose ou C6G, etc. Donc des machines Graviton. Et là, je sais plus exactement ce que disait la note, mais comme quoi il y avait sûrement des meilleures performances et en plus une tarification à l'heure qui était plus basse que les machines entre guillemets classiques actuelles. Du coup, on s'est dit que ça valait le coup d'essayer. L'avantage de travailler sur le cloud, c'est que notre infrastructure, si on veut changer le type de machine, c'est une ligne de configuration quelque part dans du code. Oui, on n'a pas dit ça, mais toute votre infra est scriptée, donc c'est de l'infrastructure as code, c'est Terraform, je pense que vous utilisez. Exactement, on utilise Terraform. Et donc changer un type d'instance, c'est juste dire je vais utiliser une instance G quelque chose, puisque c'est la caractéristique des noms des instances Graviton, plutôt qu'une instance M6 ou C6 ou R6 que vous utilisez. C'est ça. Donc vu que tout est dans le code, c'est juste une ligne dans le code quelque part pour un projet par exemple. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand on lance une machine sur Graviton, l'OS doit être différent, donc c'est un EMI différent également. Comment ça se passe au niveau du soft que vous installez ? C'est différent parce que c'est pas la même architecture CPU, donc si c'est de l'Intel ou de l'AMD ou de l'ARM, évidemment c'est la même distribution de Linux, c'est de l'Ubuntu, de l'Amazon Linux, peu importe, c'est les mêmes packages que vous allez installer, Spark, etc. Mais on ne peut pas réutiliser l'image disque, les bits et les bytes de l'un vers l'autre. Donc il y a un peu plus que l'instance à changer, non ? Alors oui et non. Oui, dans le sens que évidemment c'est pas exactement le même processeur derrière. Il va y avoir des différences. Et du coup d'ailleurs, on en parlera peut-être après. Ça fait qu'on n'a pas pu utiliser Graviton partout. Mais dans le cas de nos traitements Spark, vu qu'on n'utilise que des clusters EMR qu'on lance et qu'on éteint à la volée. C'est-à-dire que dès qu'on va faire un nouveau traitement, on va créer un nouveau cluster avec une configuration qui est scriptée, mais c'est vraiment un nouveau cluster à chaque traitement. Et ben en fait, EMR gère tout ça. Pour nous, c'était complètement transparent. Sûrement l'avantage d'utiliser Spark, ça tourne avec une JVM, etc. C'était vraiment agnostique du processeur derrière. Ouais, dans vos scripts Terraform, vous donnez pas les MIID, donc l'ID de l'image disque qu'il faut utiliser, c'est EMR qui fait ça, il va le prendre tout seul automatiquement. Et vous, ce que vous allez installer par-dessus, ce sont vos applications Spark, elles sont inscrites en Scala, donc elles doivent même pas être recompilées, c'est juste la JVM qui va interpréter le bytecode de façon transparente. Donc pour toi, c'était vraiment une ligne de code par projet. C'était littéralement une ligne de code par projet et complètement transparent, quoi. EMR a géré tout le reste, on n'a vu aucune différence. Et du coup, on a pu lancer et voir le résultat, quoi. Et alors, c'est quoi ce résultat sur un cluster que tu lances en AMR ? D'abord, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça a démarré ? Oui, c'était quand même la première question. Est-ce que ça va tourner ? Parce que malgré tout, ça pourrait... Même si c'est transparent, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une différence qu'on ne voit pas et que ça fasse planter nos traitements. On est un peu gâté ces jours-ci, on change radicalement d'architecture CPU et on se dit bah oui, c'est un truc aussi complexe que MR et Spark et on se dit oui, ça marche, alors que je rappelle, et enfin ça va être une posture de vieux con que je vais prendre là, mais il y a 30-40 ans, on parlait de code bas niveau, changer d'architecture, c'est quand même un truc d'architecture CPU, c'est réécrire du code C, recompiler, retester, et là non, on change une ligne dans Terraform, on redéploie et ça marche. C'est ça, mais c'était presque trop facile en fait, parce que vraiment ça a marché tout de suite, évidemment on l'a pas mis en production tout de suite, on n'est pas non plus des tarés. On l'a d'abord testé sur nos plateformes de staging plusieurs jours, etc., sur plusieurs projets, mais ça a marché vraiment directement, c'était presque étonnant en fait. Utilisable directement. Ouais. Quand tu dis tester, c'est comparer les résultats générés par ce cluster-là par rapport au cluster de prod et avoir des scripts qui comparent les données une par une. C'est quoi le genre de test que vous faites ? Excuse-moi, c'est une petite parenthèse sur le test. Ici, non, ce qu'on a fait, c'était beaucoup plus simple. C'était déjà d'abord vérifier que ça tourne, que le cluster tourne, qui va produire des données. Et en fait, simplement, on a regardé la volumétrie des données, regarder quelques données quand même à l'œil pour vérifier qu'elles n'étaient pas incohérentes. Mais de manière générale, si la volumétrie était bonne, ça voulait dire que Spark a tourné. On a quand même vérifié les données en les lisant, qu'il n'y avait pas peut-être des problèmes d'encodage, etc. Et c'était tout bon. Donc on s'est dit qu'il n'y avait pas de problème. Ça marchait. Donc, ça marche.
Ça marche. Et 2, maintenant, est-ce que ça marche mieux ou moins bien? C'est un peu la question qu'on se posait, quoi. Ou pareil, en fait, est-ce que ça change rien? Parce que du coup, on a vraiment gardé des machines qui sont configurées pareil, donc même nombre de CPU, même RAM, juste passer d'une R5 à une R6J. On lance. Et le premier résultat tombe, un cluster qui avait l'habitude de tourner en 40 minutes à peu près. Là, il a tourné de mémoire en 27 minutes. Donc on se dit, ah oui, belle réduction quand même. Ouais. Et comme on paye l'exécution des clusters à la seconde, chaque minute gagnée, c'est de l'argent gagné. Et encore plus que c'est des instances qui sont moins chères à l'heure, que les R6J coûtent moins cher que les R5. Donc plus court avec des machines moins chères, c'est parfait. Donc on était un peu contents. Je veux quand même dire que je ne veux pas donner l'impression que les processeurs Graviton ARM sont plus rapides que les processeurs x86-64 équivalents. Le message d'AW, c'est le ratio prix-performance est meilleur. Et c'est vrai que sur certaines tâches, ça peut être plus rapide. Et là, c'est un bon exemple. Mais je ne veux pas que nos éditeurs qui nous écoutent pensent que ça va être à tous les coups plus rapide. Non, parfois c'est plus lent. Mais comme on paye moins cher à la minute, le ratio performance, donc soit c'est la même chose, soit c'est plus rapide. Parfois c'est un peu plus lent, c'est rare, mais ça arrive. Mais comme c'est moins cher à la minute, le ratio prix-performance est meilleur presque dans tous les cas. Et nous, on annonce à peu près 40% d'amélioration de ratio coût-performance par rapport à la précédente génération d'instances équivalentes. Pour vous, c'est plus que ça, puisque tu dis ça coûte moins cher et ça tourne plus vite en plus. On passe de 40 minutes à 27 minutes de temps d'exécution sur ce workload spécifique. C'est ça, c'est ce qu'on a observé. Donc forcément, on était content. On a essayé de le mettre un peu partout et de le propager sur nos différents projets et d'observer si justement on continue à gagner de l'argent ou pas. Vous avez combien de types, enfin tu connais peut-être pas le nombre, mais on parle de quoi, 5-6 types de clusters, 10, 100 des dizaines, ça c'est sûr. Des dizaines, oui, parce qu'on a vraiment des dizaines de projets, chaque projet va gérer plusieurs clusters, donc oui, on est sur... Oui, je parle pas d'instances de clusters, hein, pas de fois où ils tournent, mais vraiment de types de clusters différents, on parle de plusieurs dizaines. Et vous avez adapté Graviton progressivement sur chacun d'entre eux? Oui, en fait, dès que nous on a observé ça dans mon équipe, on a essayé sur un autre projet quand même pour voir, pour comparer. On a toujours observé quelque chose d'assez similaire. Alors c'était pas aussi flagrant. Celui-là, je pense que c'était le premier essai Graviton, c'est celui qui était le plus rentable. C'est bien, vous avez choisi le bon cluster. Mais on a toujours observé qu'en tout cas c'était pas plus long. Donc comme tu disais, vu que ça coûte moins cher, même si c'est le même temps d'exécution, ça reste rentable de migrer. Après, on a communiqué toute la data et chaque équipe a propagé progressivement Graviton sur ces différents projets en espérant que ça allait améliorer la facture. Et là, vous êtes dans un état où tous les clusters EMR data tournent sur Graviton, ou il y en a qui n'ont pas migré, et si oui, pourquoi? Alors en effet, il y en a qui n'ont pas migré pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement pour des projets qui sont un peu vieux et qui nécessitent des vieilles versions de Spark et du coup une vieille version de EMR. Parce que les machines Graviton sont disponibles que sur les dernières versions de EMR. Donc j'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être à partir de la 6.1, je crois. Et on a un vieux projet qui est encore peut-être en 5.29, et du coup, le migrer sur une version de Spark plus récente faisait casser le projet, donc on n'a pas pris le temps de le déployer. Ouais. C'était trop critique. Et surtout, l'autre cas où c'est arrivé, c'est sur des projets où on a remarqué que les machines Graviton nous aidaient pas, mais au contraire, parce que dans la plupart de nos cas, Graviton nous a permis de gagner du temps et de l'argent, mais il y a quelques rares cas où ça a fait planter notre production, malheureusement. Planter, ça veut dire le système l'EMR, l'application Spark ne fonctionne pas? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu plus poussé. C'est pas juste une erreur de code, ça va vraiment être, en fait, au niveau de la mémoire, on va avoir le cluster qui va exploser sa mémoire et qui va du coup planter. Et c'est arrivé dans des cas très spécifiques où, en fait, d'ordinaire, on n'était pas sur des machines de type R5, donc orienté RAM, mais on était sur des machines de type i3 qui vont avoir beaucoup, qui je crois sont orientées au niveau des IO, et du coup, dans certains process Spark où il y a beaucoup de shuffle, donc en fait beaucoup d'échanges de données entre les différents workers du cluster. Différents nœuds du cluster. Les machines i3 sont vraiment adaptées parce que vu qu'elles ont un bon ratio d'écriture et de lecture, plus je crois qu'elles ont aussi sont rapides au niveau du réseau, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'IO à la fois disque vers EBS, ce qui est important parce que ce sont les disques qui sont utilisés pour partager les données entre les nœuds du cluster, et un gros ratio d'IO réseau. Voilà. Donc, ouais. C'est ça. Et donc là, Spark, dans ce cas-là, ça marchait moins bien. Mais je suis content que tu dis ça. Ça montre que
que l'adaptation, c'est pas juste une ligne de code à changer dans tous les cas. Mais de toute façon, c'est le concept de manière générale de la data, hein, c'est qu'il faut toujours choisir l'infrastructure adaptée à son besoin, quoi. Et ici, on était dans des cas où il fallait vraiment des machines i3 et du coup passer sur d'autres instances comme les R6G qui sont orientées RAM, bah, ça faisait que le cluster n'arrivait pas trop à supporter le projet. Ne marche pas. Donc testez vos applications avant de migrer sur Graviton. Là tu parles de Graviton 2 parce que c'était ça qui était disponible l'année passée quand vous avez fait ou cette année quand vous avez fait la migration. À reInvent 2021, en décembre 2021, AWS a aussi annoncé Graviton 3 qui est en preview pour le moment et qui offre encore plus de ce ratio coût-performance par rapport à Graviton 2. Ouais. Donc je suppose que c'est quelque chose que vous avez testé aussi quand ça sera disponible dans les régions où vous déployez. Totalement. Dès que c'est disponible, je pense que dès qu'on voit l'information, en tout cas, on va le tester, ça c'est sûr. Si c'est aussi facile que de passer à Graviton 2... A priori, le heavy lifting, même s'il n'est pas heavy, a déjà été fait. Oui, donc là, c'est comme passer d'une C4 à une C5, par exemple. C'est ça. On change plus l'architecture du processeur, mais juste la génération de processeurs. Tu as mentionné un truc en passant comme ça, très rapidement, je voudrais revenir dessus. Vous n'utilisez pas que EMR, vous utilisez aussi Databricks, c'est ça? C'est quoi Databricks? Alors, Databricks, c'est... à la base, Databricks, c'est une entreprise qui sont en fait les principaux mainteneurs de Spark. Donc, des gens qui maîtrisent bien Spark, et vu qu'on utilise beaucoup Spark, on a beaucoup d'échanges avec eux. Et en fait, Databricks propose aussi leur propre infrastructure pour gérer des jobs Spark. Dans leur cloud à eux ou sur AWS? Et alors en fait, ils installent une infrastructure dans notre compte AWS. Donc ça va tourner sur AWS, sur notre compte à nous, avec nos propres instances EC2 en fait. Mais ils vont gérer eux-mêmes le lancement des instances EC2, la création en fait des clusters. Un peu comme va le faire EMR, mais c'est Databricks qui va le gérer. Ouais, donc ça remplace EMR, c'est une alternative à EMR. Exactement, dans ce cas-là, c'est une alternative à EMR. Et l'avantage, c'est de pouvoir aller sur des versions de Spark plus récentes ou custom ou des choses vraiment spécifiques que vous avez besoin. Ouais, il va y avoir en fait principalement 2 ou 3 avantages à travailler avec eux là-dessus. Déjà, c'est ça, vu que c'est eux qui gèrent Spark, ils vont être très très à jour sur Spark forcément. C'est pointu. Ouais. Et à l'inverse, ils vont pas être à jour sur EC2. Donc par exemple, ils n'ont pas encore les machines Graviton. Donc, d'accord. Donc leur package ne supporte pas Graviton. Donc pour ces clusters-là, vous êtes contraint de rester sur de l'X64. C'est ça. Donc c'est un peu bon, ils sont en avance sur Spark, mais pas sur EC2. Ce qui est logique, c'est leur produit. C'est normal. Et donc c'est aussi une leçon d'une migration de processeurs comme migrer vers Graviton. C'est attention aux packages tiers que vous utilisez. La plupart des packages open source, on a parlé de Spark, Python, etc., sont disponibles sur cette plateforme-là. Si vous utilisez un logiciel tiers, parfois l'éditeur a besoin d'un tout petit peu plus de temps pour mettre à jour aussi en fonction de ses priorités. Forcément. Donc moins cher, un tout petit peu, plus de performance. Est-ce que Graviton pourrait faire son chemin sur d'autres... Là, on a parlé de ton équipe, Big Data essentiellement, ou Data Engineering. Mais du coup, est-ce que Graviton est en train de faire son chemin chez Bedrocks pour d'autres choses, pour les plateformes de streaming, de diffusion, les autres applications que vous avez? Alors, déjà, on avait essayé on avait des clusters qui tournaient avec EKS, donc Elastic Kubernetes Service, si je ne me trompe pas. On avait voulu essayer d'utiliser Graviton parce que c'était disponible aussi, mais je sais que l'équipe qui avait mis ça en place avait pas réussi parce que justement il y avait quand même trop de différences d'infrastructure pour le coup, qui était pas géré par EMR et Spark contrairement à notre cas à nous. Mais je sais que c'est dans les idées, donc je sais pas totalement si d'autres équipes dans l'infrastructure vont l'utiliser. J'ai aussi découvert qu'il y a quelques mois, le service Lambda supporte maintenant les processeurs. Correct. C'est quelque chose qui a été lancé en octobre 2021, en novembre 2021, quelque part par là. Ouais. Et du coup, on aimerait essayer d'utiliser sur les lambda. Nos nouvelles lambda, on les a mis dessus, je crois, on n'a pas eu de problème. Maintenant, un de mes objectifs dès que j'ai le temps, c'est de prendre une lambda qu'on utilise déjà beaucoup aujourd'hui et de la passer sur le processeur Graviton et voir justement si on observe aussi une comparaison. Est-ce que c'est plus rapide? Est-ce que ça coûte moins cher, plus cher, etc. Tiens, tu titilles ma curiosité là, parce qu'on parle Big Data depuis le début, et Lambda Big Data pour moi c'est pas nécessairement dans la même case. Qu'est-ce que vous faites avec Lambda dans votre flux de processing de données? C'est sûr que c'est assez opposé vu qu'une Lambda ça dure 15 minutes maximum, on a quelques RAM max, mais oui on utilise beaucoup de Lambda parce qu'en fait toute notre architecture, il y a évidemment Spark pour faire des calculs.
Mais en fait, il faut placer les Job Spark au milieu de toute l'ingestion de la donnée, des événements, etc. Et en fait, on va utiliser Lambda dès qu'on doit faire le moins de petits calculs qui nécessitent pas de puissance. Donc, par exemple, déplacer un fichier sur S3. Un exemple typique, nos clients, dans le cadre d'un projet de machine learning, ils peuvent nous déposer un fichier sur S3 qui va contenir une liste d'utilisateurs et ils veulent qu'on entraîne un modèle basé sur ces utilisateurs pour trouver les utilisateurs qui leur ressemblent, tout simplement. Mais ce fichier, ils vont le déposer sur S3, sauf que nous, après, derrière, on a tout un traitement qui va se lancer tout seul. Et là, des lambdas vont rentrer, vont arriver des lambdas et des événements, en fait, pour déplacer le fichier, lancer un job, récupérer les résultats, publier un message sur Slack pour nous alerter, nous, qu'il y a eu quelque chose, etc. On va utiliser lambda partout. Une architecture serverless basée sur des événements pour orchestrer des flux de données, des flux de fichiers rentrants et les préparer. Du step function aussi, alors, dans ce contexte-là? Il y a aussi du step function, justement. Dès que on a besoin de quelque chose d'un peu plus complexe que juste un petit traitement lambda, on va utiliser des step functions. Step function, juste pour laisser à tout le monde la possibilité de nous rejoindre dans la conversation, c'est un orchestrateur de fonctions lambda. Ça va vous permettre de définir un workflow avec des fonctions qui tournent en parallèle, attendre que tel job soit fini avant de continuer, de passer à l'étape suivante, etc. Et d'ailleurs, il y a un, je sais plus comment ça s'appelle, Studio, ça s'appelle. Oui. Il y a une jolie interface graphique qui permet maintenant de définir ces step functions, là où avant il fallait se palucher du YAML un peu violemment à la main. Intéressant de voir comment vous combinez serverless et puis des architectures plus classiques dans le monde de la big data avec Spark qui est bien connu dans ce monde-là. Et effectivement, Lambda tourne sur Graviton, donc à vous de voir si enfin, oui, tu me diras, je te réinviterai dans le podcast, parce que intuitivement, de ce que tu as décrit, c'est beaucoup de jobs de déplacement de fichiers, il n'y a pas de gros jobs de traitement, vraiment? Non, il y en a assez peu, donc je pense qu'on va pas avoir de différence, mais bon, j'aimerais quand même essayer, mais non, c'est vrai que nos lambdas sont toutes très très courtes, peut-être envoyer des messages sur Slack pour communiquer avec nous, déplacement de fichiers. Ouais, c'est pas ça qui consomme énormément de CPU. À la limite... Ah si, on a peut-être des conversions. Je crois qu'on convertit des fichiers d'un format à un autre aussi quelquefois avec des lambdas. Ça peut gagner. Donc ça c'est intéressant de voir. Ouais. Et c'est codé en quoi les lambdas, Python, je pense? Alors principalement Python. Il y en a quelques-unes qui sont en Scala. Donc on génère un jar et ça marche. Mais nous, à la data, on va principalement utiliser Python et il y a des équipes dans le back-end qui utilisent du PHP aussi sur les lambdas. Ah oui, puisque la Lambda permet de faire des custom runtime depuis 1 an ou 2 maintenant. Et donc, il y a des librairies officielles, enfin pseudo-officielles, open source, en tout cas supportées par la communauté pour tourner des runtime divers et variés sur Lambda. PHP est un langage populaire sur Lambda grâce à ce runtime. J'ai vu des choses plus exotiques. Moi, j'ai beaucoup joué avec Swift, le langage d'Apple sur Lambda. Et j'ai vu des gens qui font tourner du COBOL sur Lambda. Oui, carrément. Un runtime COBOL pour Lambda. Donc là, c'est un peu plus exotique, mais ça peut avoir outre l'aspect amusant, ça peut avoir son utilité également. Bien, une bonne discussion. On a parlé Big Data, on a parlé ingestion, stockage, distribution des données, plateforme serverless et événementielle également pour certaines parties, et puis surtout comment tu as découvert Graviton, comment tu as pu le mettre en prod prudemment et progressivement sur votre plateforme Big Data. Chez Bedrock, comment tu vois le futur de Graviton dans votre infrastructure? Alors déjà, infrastructure donnée évidemment. Déjà le futur, c'est que Databricks nous mette en preview les machines Graviton pour nous aussi, parce que je sais qu'ils l'ont en private preview de leur côté, les machines Graviton. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on puisse utiliser et Databricks et Graviton ensemble. Là, on serait content. Graviton 3 aussi, si tu me dis qu'il y a Graviton 3 qui arrive, j'avais pas vu l'annonce, mais ça, je vais suivre ça de près, évidemment. Pas encore disponible en Europe, c'est en preview dans quelques régions, donc il va falloir attendre un tout petit peu. Oui, je me doute, mais bon. Que ça se déploie. Dans quelle région vous déployez si on utilise beaucoup l'Irlande parce que c'est la région la plus à jour en Europe en général. Ouais, correct. Ouais, je vois de plus en plus Francfort aussi. Souvent, on lance des nouveaux services maintenant et on dit c'est disponible en Irlande et à Francfort. Ok, d'accord. Ouais, donc si vous êtes sur Irlande, ça devrait arriver. Hein. Ouais. On aime bien être à jour, du coup, on est toujours en Irlande pour être sûr d'avoir les dernières versions possibles.
Donc plus de Graviton et éventuellement une migration à Graviton 3. Un énorme merci d'avoir expliqué l'architecture data, une partie de l'architecture data chez Bedrock et comment vous prenez avantage des processeurs ARM et Graviton. Quentin Nambaud, tu es data engineer chez Bedrock Streaming. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. Comme chaque fois, une semaine sur deux, dans le prochain épisode, on parlera des nouveautés AWS des 2 dernières semaines. Rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.